Il est important de savoir reconnaître les situations qui menacent votre respect et d'avoir le courage de s'en éloigner. Parfois, cela signifie couper les liens avec les personnes toxiques, abandonner les habitudes néfastes ou éviter les endroits qui vous nuisent. Ainsi, vous préservez votre intégrité et votre dignité tout en créant un espace pour des relations saines. En faisant preuve de discernement et en évitant certaines situations corrosives, vous ouvrez la voie vers une vie plus équilibrée et plus épanouissante. Bonjour à toutes et à tous. Bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Les grandes décisions qui ont été prises hier en Conseil des ministres partagent les gros titres à la une des parutions ainsi que quelques commentaires sur le nouveau code électoral qui a été adopté par la représentation nationale le 5 mars dernier. On en parlera dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information qui ce jour est présenté par Anaël Dohou. Outre les grandes décisions qui ont été prises en Conseil des ministres de cette semaine, notez que la police républicaine interpelle 2 individus pour vol de bidons d'huile. On en saura davantage dans le bulletin matinal d'information ainsi que des exigences des 5 partis de l'opposition au sujet du code électoral voté. Vous suivrez également l'islamologue El Hadj Bachirou Lassisi qui donne les habitudes ou les pathologies comportementales à avoir durant le mois de Ramadan. En sport, on reste toujours avec Anaël Dohou. Le point des 8 rencontres comptant pour la 7e journée de la Super League Pro de football sera au menu. La Fédération béninoise de handball a gratifié les clubs féminins présents au play-off de la Ligue Pro et à la phase finale du championnat amateur saison 2023. On en parlera également. Notez que l'international sénégalais Youssouf Sabali aurait décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. La définition du jour ce matin avec Quentin Amoussou nous fait découvrir l'expression travailler pour le roi de Prusse. Atifa Olafa, dans sa rubrique Trucs et astuces, nous parle d'une astuce pour raccourcir un pantalon sans couture et sans le couper. Nasrine Fatoubi, dans les prévisions astrologiques, vous annonce que le signe le plus favorable est celui des natifs du signe Verseau. Natifs du signe pour le compte de cette journée. Votre situation, votre intuition, il faut la suivre et ne craignez pas de sortir des sentiers battus. Votre créativité, votre régionalité et votre originalité seront les atouts majeurs aujourd'hui. Juste après la rubrique horoscope, je reçois pour vous Armand Afosogbe. Il est membre du bureau politique du parti politique Bloc républicain, le leader de la 23e circonscription électorale. Je le reçois pour vous avec Béliga Laibi. Avec lui, nous allons opiner sur les débats autour du code électoral, lequel qui suscite beaucoup de commentaires, tant au plan national qu'à l'international. En fin d'émission, je vais installer pour vous Kaleski Tomé, Anel Dohou, Nasrine Fatoubi et Atifa Olafa pour le panel de discussion sur la thématique la débravation des mœurs. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur s'intéresse ce matin en manchette au vote du nouveau code électoral. Le confrère tient à préciser que les alliances sont toujours proscrites. Pas d'amalgame, les alliances entre partis politiques et les listes communes sont toujours proscrites selon le nouveau code électoral. L'accord de législature n'est nullement synonyme de coalition, fait préciser le journal. Retrouvez l'article très édifiant à la page 3 de sa livraison de ce matin. Forces armées béninoises, des généraux ont été nommés, nous informe l'Informateur. Retrouvez leurs identités respectives en page 4. Infrastructure routière, le projet contournement nord redimensionné. Les nouvelles donnes vous sont exposées à la page 5. À l'oreille droite, le titre Journal École. Projet mettre fin à la faim, c'est possible. La voix des consommateurs dans le hautement social. Retrouvez les quelques lignes, notamment les articles du jour rédigés par les étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin en manchette, s'intéresse au contrôle de constitutionnalité du code électoral. La saisine de Patrice Talon en examen ce jour. Retrouvez les espérances à la page 3. Polémique autour du nouveau code électoral, je cite, « Il n'y a pas de quoi s'alarmer », dit Benoît Degla. Le but, c'est que les partis politiques soient réellement nationaux, précise Wilfred Léandre Humbedji, porte-parole du gouvernement. Fraternité, ce matin manchette, code électoral, voté le mardi 5 mars 2024, alliance des partis ou accord de gouvernance, l'équivoque levé, Epiphane Kenom, ancien député à l'Assemblée nationale, je cite, « Si l'obtention des 10% traduit l'envergure du parti, les 20% de suffrages exprimés s'apparentent à un cutus de représentativité. » Retrouvez des détails sur les opinions diverses sur le code électoral voté le mardi dernier, le mardi 5 mars 2024, aux pages 3, 4 et 5. Réhabilitation ou aménagement et bitumage de routes, la réalisation, le contrôle et la surveillance des travaux actés. Retrouvez des précisions à la page 4. Le matinal, accord de gouvernance prévu dans le nouveau code électoral pour une cohérence des courants politiques, l'interdiction d'alliance de partis toujours en vigueur. Vous avez en illustration les photos de Joseph Djagbenou, président du parti politique Union progressiste Le Renouveau, de Thomas Bonignaï, président du parti politique d'opposition Les Démocrates, et de Ablaye Biotchane, président du parti politique Bloc républicain. Contournement nord de Cotonou, le projet relancé nous apprend la une de ce matin de Le Matinal. Selon les quelques lignes publiées, le projet de réalisation du contournement nord de Cotonou est ressuscité au cours de la séance du Conseil des ministres de ce mercredi 13 mars. Et la séance a donné son approbation. Retrouvez les grandes orientations à la page 11. Matin libre ce matin en manchette, code électoral. L'opposition fait bloc et dit non. La force Cori pour un Bénin émergent FCBE entend s'associer aux démocrates pour les parrainages de 2026. Toujours à la une de Matin libre de ce matin. Protection sanitaire, que savoir de la perte auditive? Des précisions en page 8. Le pays émergent ce matin à sa une. Grogne contre le nouveau code électoral. Toute l'opposition vent debout dénonce un coup d'État institutionnel en préparation au Bénin en vue de confisquer le pouvoir lors des élections de 2026. Les partis politiques, les démocrates, GSR, MPL et FCBE crient au complot et prennent à témoin la CEDEAO, l'UEMOA, l'Union africaine et les chancelleries étrangères. Il s'agit d'un code insipide, pernicieux, toxique, truffé d'incohérences et de clauses léonines qui traduit l'esprit de revanche annoncé, dénoncent les opposants. L'économiste à présent. Émission d'obligations vertes, sociales et durables, l'AMF UMOA met en place une taxonomie des projets. Dabarou à présent ce matin à sa une. Reçu sur l'émission 5 sur 7 matin de l'ORTB, Barnabas Ouroukouman présente la vision de l'UNAMEL Bénin. Retrouvé le compte rendu de cette sortie médiatique dans les colonnes de la parution ce matin du journal. La boussole ce matin en manchette, Conseil des ministres, de nouveaux généraux nommés dans l'armée et la police. L'événement du jour ce matin à sa une, ambitieux programme de construction routier sous Patrice Talon. Le gouvernement veut construire 332 km de route. L'emblème du jour ce matin à sa une, attaque liée au nouveau code électoral au Bénin.
pourquoi veut-on porter un habit autre que celui du député, a envoyé Bla. Le décryptage info ce matin à sa une, protection de l'environnement, à quand la répression de la vente des sachets non biodégradables, s'interroge le confrère. Les 4 vérités à présent, système partisan au Bénin, le code électoral consacre l'accord de gouvernance, pas les alliances de partis politiques. Le nouveau code électoral est bien inclusif. Selon l'honorable Casimir Sossou, nous avons démontré notre flexibilité, dit le député Nicaise Fagnon. Nous passons à présent au quotidien L'autre quotidien. Demande de contrôle de constitutionnalité du code électoral. Le sens et la portée de la démarche de Patrice Talon vous est exposé à la page 3. Nous bouclons ce matin avec l'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou. Le déchaîné du jeudi qui titre cette semaine « Pluie de recours contre le code électoral, Sosa n'est pas dorloté » et Lourikpa. Vous avez des détails sur cette parution de cette semaine, notamment disponible dans les kiosques. Des détails dans les kiosques, bien évidemment. Voilà l'essentiel à retenir de la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information et la page des sports avec vous, Aleldo. Bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être installé pour ces 2 rubriques de Free Matin. On démarre par la séance hebdomadaire du Conseil des ministres qui s'est tenue hier mercredi sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Effectivement, le Conseil des ministres s'est tenu hier mercredi 13 mars 2024 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Comme à l'accoutumée, d'importantes décisions ont été prises. Le point avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Roubedji. Actualisation des études architecturales et techniques réalisées dans le cadre de l'extension de l'hôpital de zone à la date Fosé, en vue de l'érection d'un service des Grands Brûlés. Ces études initialement conduites en vue de l'extension du dit hôpital portaient sa capacité de 65 à 150 lits, dont un complément de 6 lits pour le service des Grands Brûlés et 8 pour la traumatologie. Mais, au regard des accidents graves intervenus dans notre pays au cours de l'année 2023 et ayant causé des cas sévères de brûlures, il paraît pertinent de disposer d'une unité de prise en charge des Grands Brûlés de capacité plus élevée et aux normes internationales. Dès lors, il sera possible de soigner un nombre plus important de patients, le cas échéant. Aussi, est-il envisagé de redimensionner le projet initial d'extension de l'hôpital par l'actualisation des études architecturales et techniques. Dans ce cadre, il est prévu 16 lits pour la prise en charge des Grands Brûlés et 12 pour la traumatologie. Afin de capitaliser les travaux déjà effectués, le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec le même cabinet japonais, architecte Endo Takeshi, qui avait déjà réalisé les premières études. En point 2. Contractualisation pour des missions de réalisation, le contrôle et la surveillance des travaux de réhabilitation ou d'aménagement et de bitumage de routes. Poursuivant la mise en œuvre du programme de densification et de modernisation du réseau routier national, le gouvernement a autorisé la contractualisation avec divers groupements, cabinets et entreprises qui prend en compte plusieurs axes d'un linéaire total de 332 km environ. Ce faisant, les travaux à exécuter renforceront ces infrastructures en les adaptant au volume du trafic sans cesse croissant, de même qu'ils favoriseront de meilleures conditions de transport des personnes et des biens. Sont concernés par ce programme l'aménagement et le bitumage des routes Dogbo-Lalo, 21 km, Adjaha à Tiémé, y compris ses bretelles, 70 km, Penesulu à Lédio-Séméré et la bretelle à Lédio-Akaradé, frontière du Togo, 50 km, Kilibo-Wessé, 25 km, Tanguieta-Kobli, 36 km 85 et Tiélé-Materi, 17 km 75, ainsi que la voie d'accès à la caserne militaire d'Alada pour 4 km 941. L'aménagement en terre des axes Koulekamé à Gbanizon-Abomé, 27 km 3, dont la construction d'un pont à Hogbeya. Wessé-Anseke, 22 km.
Glazoué, Ouedeme, Laotan, Logozoé, 22 km. Glazoué à Santé à Klangpa, 32 km. Puis la voie d'accès à l'hôpital psychiatrique d'Alada pour 2 km 736. La construction en zone périurbaine de 9 ponts unibridge et 16 ouvrages de type Dalo en béton préfabriqué. Les ministres concernés sont instruits d'accomplir les diligences nécessaires aux fins de conclure les marchés avec les prestataires sélectionnés pour le démarrage effectif des travaux, de même que l'exécution des missions de contrôle et de surveillance conformément au cahier de charges des cabinets retenus. Le chef de l'État, Patrice Talon, a saisi la Cour constitutionnelle d'une demande de contrôle de constitutionnalité concernant le code électoral. Effectivement, le chef de l'État, Patrice Talon, a saisi la Cour constitutionnelle d'une demande de contrôle de constitutionnalité de la loi 2024-13 modifiant et complétant la loi 2019-43 portant code électoral en République du Bénin. La requête introduite par le chef de l'État suivant les prérogatives qui lui sont conférées par la Constitution a été enregistrée au secrétariat de la haute juridiction en matière constitutionnelle le lundi 11 mars 2024. La demande du président de la République est inscrite au rôle de l'audience plénière de la Cour constitutionnelle de ce jeudi 14 mars 2024. Les 7 sages devraient contrôler la conformité ou non avec la loi fondamentale d'une dizaine d'articles modifiés par les députés lors de la première session extraordinaire au titre de l'année 2024. 5 partis politiques d'opposition politique au régime du président Patrice Talon exigent le respect des principes électoraux. C'est ainsi 5 partis politiques de l'opposition étaient en conférence de presse hier mercredi 13 mars 2024. Il s'agit des partis Les Démocrates, la Nouvelle Force Nationale, la Grande Solidarité Républicaine, le Mouvement Populaire de Libération et la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE et des organisations de la société civile. À travers une déclaration de presse, les forces constitutives de l'opposition ont tenu à porter un regard critique sur la gouvernance électorale sous le président Patrice Talon depuis 2016, sans occulter la question de la modification du code électoral. Des détails sur le propos avec nos reporters dans nos prochaines éditions. La police républicaine interpelle 2 individus pour vol de bidons d'huile. Les éléments de la police républicaine ont interpellé et placé en garde à vue 2 individus pour avoir frauduleusement soustrait 250 bidons d'huile végétale avec un faux bon de livraison dans un commerce général à Cotonou. D'après une note d'information de la police diffusée hier mercredi, les 2 frères consanguins mis en cause auraient reconnu avoir choisi d'user de bons de livraison falsifiés. Selon les informations, les faussaires se sont présentés à la caisse de la dite société munis d'un bon de livraison aux fins de se faire livrer 250 bidons d'huile végétale. Trouvant ce document très peu conforme à ceux authentiques, la caissière attira l'attention de ses clients sur le fait. Profitant d'un moment d'inattention, l'un d'eux réussit à prendre la poudre d'escampette, abandonnant ainsi son complice qui se trouve être le conducteur du tricycle sollicité pour l'opération. À partir de ce coup intercepté, un contrôle de bons de livraison déjà approuvé a permis de découvrir que la caissière s'était fait avoir sur une fausse commande de la même quantité de bidons d'huile végétale. Une perquisition au domicile des frères consanguins a permis de retrouver 239 bidons sur les 250 soustraits de façon frauduleuse. Désormais, aux arrêts, les complices seront présentés au procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou pour répondre de leurs actes.
L'islamologue El Hajj Bassirou Lassisi donne des habitudes pour bien vivre son ramadan, ceci conforme à la loi islamique. Effectivement, débuté depuis le lundi 11 mars 2024, le mois de ramadan chez les fidèles musulmans est le mois de jeûne et de l'abstinence. Il constitue l'un des 5 piliers de l'islam. C'est également pendant ce mois que le Coran aurait été révélé au prophète Mohammed. Il est célébré le 9e mois du calendrier islamique. Comment bien vivre son mois? Élément de réponse avec El Hajj Bassirou Lassisi, islamologue et professeur de la langue arabe. Il s'exprime au micro de Francis Fahami et de Nasrin Fatoumbi. Le mois de Ramadan étant à la porte, tout d'abord, le bon fidèle musulman doit chercher comment accueillir ce mois de Ramadan. Et l'accueil du mois de Ramadan, qui est une préparation en avance pour accueillir ce mois de Ramadan, commence par une préparation qui demande de s'excuser auprès d'Allah, qui demande de demander le pardon d'Allah, qui demande la miséricorde d'Allah. Oh Allah, l'année passée, j'avais jeûné le mois de Ramadan. Est-ce que je l'ai bien fait? Est-ce que ça a été accepté par toi, mon Seigneur? Pardonne-moi, Allah. Cette fois-ci, je vais quand même redoubler mes efforts. Au fait, après le mois de Ramadan passé, nous sommes tous des êtres humains. Et bien sûr que nous avons commis des péchés que nous savons, peut-être d'autres que nous ne savons pas. Alors, la situation ou bien la logique nous interpelle à se retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala pour son pardon. Et comme le prophète l'a dit, le mois de Ramadan vers un autre mois de Ramadan, c'est le pardon d'Allah de tous les péchés qui existent là. Ce qui veut dire que Allah nous a facilité le mois de Ramadan passé. Et nous voyons aussi devant un mois de Ramadan qui arrive, l'intervalle que nous avons passé, le temps que nous avons passé entre ces deux Ramadans, nous avons commis des péchés et que le pardon d'Allah est nécessaire. Le pardon d'Allah est garanti pour nous si nous demandons le pardon. Donc, comme le prophète nous a déjà dit que c'est un pardon qui existe entre les deux Ramadans, alors pour nous, c'est de se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala, demander son pardon, qu'il nous pardonne les péchés, et que nous nous reconvertissons pour dire que vraiment, je ne vais plus répéter ces péchés. Ça, c'est d'un autre côté. Aussi, nous nous apprêtons avec une crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on nous l'a dit, apprêtez vos valises. Mais la meilleure manière d'apprêter les bagages pour accueillir le mois de Ramadan et aussi toutes les autres adorations, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette crainte d'Allah, c'est pour dire que Allah, je vais jeûner le mois de Ramadan pour avoir ta grâce, ta bénédiction, pour avoir ta crainte. Et alors l'intention est formulée que le jeûne, que tu vas le faire, dont tu t'apprêtes aussi pour accueillir le mois de Ramadan par cette crainte. Et aussi la bonne intention, l'intention que vraiment je vais jeûner à cause d'Allah. Parce que le jeûne, comme le prophète l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, as-sawmuli wa ana ajzi bihi. Allah a dit que le jeûne est pour moi et c'est moi qui vais récompenser. Alors le jeûne est pour Allah. Donc tu vas dire, Allah, je vais jeûner pour toi. Ce n'est pas que je vais jeûner pour que les gens sachent que moi aussi j'ai jeûné. Ce n'est pas si je ne jeûne pas, maintenant on va dire que moi je ne jeûne pas. Alors pour éviter toutes ces mauvaises intentions, la meilleure manière, la bonne solution est que tu t'apprêtes avec une sincérité, une bonne intention. Ce n'est pas une phrase à formuler, mais c'est une intention du cœur. Et le cœur est prêt à le faire et que tous les organismes sont prêts à accompagner le cœur. Merci à vous, Anel Dou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve juste après le jingle suivant pour l'actualité sportive.
La page des sports, Anaël Do, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour. On démarre par le point des 8 rencontres comptant pour la 7e journée de la Super League Pro de football. Effectivement, pour le compte de la 7e journée, 8 rencontres ont eu lieu. Le duel au sommet a opposé Loto Popo et Bani Gansé. Au terme de la rencontre, les Loto Boys se sont imposés 4 buts à 1. L'AS Cotonou s'est incliné devant les manutentionnaires de la Sobemap 1 but à 0. L'US Cavalier et Dynamo d'Aboumé ont terminé leur rencontre sur le score de 2 buts à 1 en faveur des hommes d'Aboumé. Coton Football Club s'est imposé devant Aema Football Club 1 but à 0. Victoire également pour l'AS Takouné face à Espoir de Savalou 2 buts à 0. La JSP s'est imposée sur cette aire devant Aspac Football Club 1 but à 0. Dadje s'est imposé dans le Koufo 3 buts à 1 face à Damissa Football Club. Dans le Classico, les Dragons de l'Ouémé l'ont emporté sur les Requins de l'Atlantique 1 but à 0. Côté classement, Loto Popo est toujours premier avec 17 points. L'AS Sobemap remonte à la deuxième place avec 14 points. Dadje Football Club est désormais troisième avec 13 points. Bani Gansé descend de la deuxième place pour se mettre maintenant en quatrième position avec également 13 points. Coton Football Club remonte à la 9e place avec 9 points. Le bas du classement est occupé par Requin Football Club 15e avec 5 points et Damissa 16e avec 4 points. La Fédération béninoise de handball a gratifié les clubs féminins présents aux playoffs de la Ligue Pro et à la phase finale du championnat amateur saison 2023. C'est ainsi, la Fédération béninoise de handball a offert le mardi 12 mars 2023 des ballons d'âme aux clubs féminins ayant participé aux phases finales de la Move African League Pro et du championnat amateur senior Move Africa 2023. La cérémonie symbolique de remise s'est effectuée au siège de la Fédération béninoise de handball en présence de quelques présidents de clubs et des représentants de clubs. L'international sénégalais Youssouf Sabaly aurait décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. On en parle. En effet, lors d'un échange avec le sélectionneur national Aliou Cissé, renseigne un site spécialisé, Sabaly aurait exprimé sa volonté de se concentrer sur son club andalou. Cette décision survient à quelques jours de la publication de la liste d'Aliou Cissé pour les rencontres amicales contre le Gabon et le Bénin. Avec les Lions de la Teranga, il a fait ses débuts en octobre 2017. Il participe en 2018 à la Coupe du Monde en Russie sous ses nouvelles couleurs, puis à la CAN 2019 où il est élu dans l'équipe type de la compétition après avoir perdu la finale avec le Sénégal. Souvent blessé, il ne disputera pas la CAN 2021 et 2023. Son dernier match avec les Lions de la Teranga remonte au 12 septembre 2023 contre l'Algérie. Il est à noter qu'avant d'aborer les couleurs du Sénégal, il a remporté la Coupe du Monde U20 avec l'équipe de France. Youssouf Sabaly est âgé de 31 ans. Le tirage au sort de la Coupe du Roi d'Arabie Saoudite s'est tenu dans la soirée de ce mercredi 13 mars. Al-Nasr et Al-Hilal sont fixés. Hier soir, notamment, les 4 équipes encore en liste pour la Coupe du Roi d'Arabie Saoudite ont été fixées sur leur sort. Sadio Mané et ses coéquipiers d'Al-Nasser joueront Al-Khalid, un adversaire qui ne devrait pas être un gros souci pour les Sénégalais. De l'autre côté, Al-Hilal retrouvera une fois encore Al-Ittihad. Les demi-finales devraient avoir lieu en fin avril. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de la page des sports. À présent, je vais vous installer les chroniqueurs des rubriques définition du jour à la personne de Kanté Amoussou et trucs et astuces avec Atifa Olafa. La définition du jour avec vous, Kanté Amoussou. Bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être installé. Merci également à Atifa Olafa d'être à mes côtés ce matin. Bonjour. Bonjour, Kader. Trucs et astuces. Dans un instant, Kanté Amoussou, ce matin, vous nous faites découvrir l'expression « travailler pour le roi Prusse ».
C'est le cas, bonjour, amis internautes. L'expression française « travailler pour le roi de Prusse » est souvent utilisée pour décrire une situation où une personne travaille d'arrache-pied sans être récompensée à sa juste valeur. Mais d'où vient cette expression et pourquoi fait-elle spécifiquement référence au roi de Prusse? L'expression remonte à l'époque de Louis XIV, roi de France, qui a régné de 1643 à 1715. À cette époque, la Prusse était un royaume voisin de la France et il était dirigé par des monarques connus sous le nom de roi de Prusse. Lorsque l'on parle de travailler pour le roi de Prusse, on se réfère souvent au règne du roi Frédéric Guillaume Ier de Prusse qui a gouverné de 1713 à 1740. Ce roi était connu pour être un monarque austère et avare. Il exigeait de ses sujets un labeur incessant sans leur accorder de récompenses adéquates. Il était particulièrement renommé pour sa passion pour l'armée prussienne et sa volonté d'accroître sa puissance militaire. Il exigeait donc de ses sujets, y compris de la classe ouvrière, un travail sans relâche pour soutenir son armée. L'expression « travailler pour le roi de Prusse » est ainsi née du fait que le roi Frédéric Guillaume Ier de Prusse exploitait le labeur de ses sujets sans leur donner la juste récompense qu'ils méritaient. Cette expression est ensuite devenue une métaphore pour décrire toute situation où l'on travaille beaucoup sans être justement rétribué ou encore apprécié. Alors, parlant de son utilisation contemporaine, je dirais tout simplement que aujourd'hui, l'expression travailler pour le roi de Prusse est encore utilisée en français pour décrire une situation où l'on se sent exploité professionnellement ou encore les efforts ne sont pas reconnus ou récompensés comme ils le devraient. Elle illustre le sentiment d'injustice ressenti lorsque l'on travaille dur sans obtenir la reconnaissance ou encore les avantages mérités. Voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Quentin Amoussou. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette expression ce matin? Je crois qu'il y a beaucoup qui travaillent pour le roi de Prusse. Donc, je me suis dit... Vous l'avez fait également? Moi, non. Moi, non. Ça ne va jamais arriver? Non, je ne dirais pas quand même que... Vous savez, dans le secteur privé, le salaire n'est jamais suffisant. Même si on vous augmente, je crois que vous allez rechercher à avoir encore une autre augmentation. Avoir une autre augmentation. Voilà. Donc, dans ce secteur-là, vous n'avez pas encore connu le travail pour le roi de Prusse. Atifa Olafa? Pas encore. Pas encore, jusqu'à présent également. Merci à vous. Juste après le jingle suivant, on retrouve Atifa Olafa pour les trucs et astuces. Bonjour à nouveau Atifa Olafa. Bonjour Abdelkader. Astuce pour raccourcir un pantalon sans couture et sans le couper. C'est bien cela, vous en avez marre de devoir coudre ou couper vos pantalons pour les ajuster à la longueur parfaite. Eh bien, ce jeudi, je vais vous donner, sinon vous parler, d'une astuce pour raccourcir vos pantalons sans couture ni découpe. Amis internautes, bonjour et ravi de vous retrouver ce jeudi. Trouver un pantalon à la longueur parfaite peut être un véritable casse-tête. Mais il existe un accessoire que nous avons toutes sous la main, à savoir des élastiques pour cheveux. Alors, comment définir la longueur parfaite pour votre pantalon? Avant de commencer à raccourcir votre pantalon, si vous souhaitez réaliser un ourlet vous-même, déterminez la longueur idéale pour votre morphologie et le style que vous souhaitez obtenir. Pour ce faire, la longueur de votre pantalon dépendra en grande partie du type de chaussures que vous prévoyez de porter. Enfilez le pantalon que vous souhaitez raccourcir et utilisez un miroir pour évaluer la longueur actuelle. Examinez la façon dont le pantalon tombe sur vos chaussures et marquez le futur ourlet au moyen d'épingles ou d'une craie de couture. Marchez un peu pour vous assurer qu'il vous permet de vous déplacer confortablement et assurez-vous également que le pantalon ne traîne pas sur le sol. Veillez également à ce que la mesure soit uniforme sur les deux jambes. Comment raccourcir alors votre pantalon sans couture pour éviter d'avoir à faire un ourlet? Commencez par définir la longueur parfaite pour votre pantalon avant de passer à cette fameuse astuce.
Munissez-vous ensuite de 2 élastiques pour cheveux de taille moyenne. Veillez à ce qu'ils ne soient ni trop serrés ni trop lâches. Portez votre pantalon trop long comme d'habitude. Enfilez un élastique sur votre jambe par-dessus le pantalon à la hauteur de la marque que vous avez précédemment faite. Répétez cette étape pour l'autre jambe. Faites glisser ensuite les élastiques vers le bas jusqu'à ce qu'ils atteignent vos chevilles. Relevez le pantalon au-dessus des élastiques de manière à ce qu'il ne soit plus visible. Secouez ensuite légèrement vos jambes pour permettre au pantalon de tomber naturellement sur les élastiques. Ajustez enfin le pantalon jusqu'à obtenir la longueur parfaite. C'est tout, amis internautes, pour l'astuce du jour. Merci à vous, Adifa, à la fin pour cette présentation. On se retrouve juste après pour le panel de discussion, notamment en fin d'émission. Mais avant, on va installer Nosrine Fatoumi pour les prévisions astrologiques. Les prévisions astrologiques avec vous, Nosrine Fatoumi, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Que prédisent les astres à nos amis internautes? Faut dire que les astres sont alignés en faveur de chaque signe ce jeudi matin. Bélier, ouvrez-vous aux autres et ne négligez pas les opportunités qui se présentent à vous. N'hésitez pas à proposer de nouvelles idées et à partager vos réalisations avec vos collègues. Amis Taureau, votre rigueur et votre persévérance seront vos atouts majeurs aujourd'hui. Vous pourrez ainsi mener à bien vos projets et obtenir la reconnaissance de vos pairs. Gémeaux, soyez sincères, n'hésitez pas à vous dévoiler. Votre esprit vif et votre capacité d'adaptation vous permettront de relever les défis qui se présenteront à vous aujourd'hui. Natif du signe Cancer, cultivez la confiance en vous-même. En outre, votre intuition et votre sensibilité vous permettront de comprendre les attentes de vos collègues et vos supérieurs. Si vous êtes du signe Lion comme Abdelkader Achirou ou encore Anaël Dohou, n'ayez pas peur de vous affirmer et de montrer vos capacités. Votre ambition et votre leadership seront mis en avant aujourd'hui. Profitez-en pour prendre des initiatives et montrer votre détermination à réussir. Amis Vierges, n'hésitez pas à demander de l'aide si nécessaire. Votre organisation et votre sens du détail seront vos principaux atouts aujourd'hui. Votre travail sera apprécié et vous pourrez en tirer une grande satisfaction. Balance à présent, ne négligez pas l'importance de la communication et des échanges avec les autres. Vous saurez gérer les conflits et les tensions avec habileté et trouver des solutions adaptées aux problèmes qui se présenteront aujourd'hui. Amis Scorpions, apprenez à maîtriser vos émotions et à les utiliser de manière constructive. Néanmoins, votre perspicacité et votre détermination vous permettront de surmonter les obstacles aujourd'hui. Sagittaire, votre optimisme et votre enthousiasme seront contagieux et vous permettront de motiver vos collègues. Vous pourriez ainsi mener à bien vos projets et créer une atmosphère de travail agréable et productive. Amis Capricorne, vous saurez gérer vos priorités et mener à bien vos projets avec sérieux et détermination. Avant-dernier signe du zodiaque, Verseau, suivez votre intuition et ne craignez pas de sortir des sentiers battus. Votre créativité et votre originalité seront vos atouts majeurs ce jeudi. Poisson, pour finir, vous saurez vous montrer attentif aux besoins et aux attentes de vos collègues et de vos supérieurs, ce qui vous permettra de travailler en harmonie et d'obtenir des résultats probants. Abdelkader Achirou, amis internautes, je vous donne rendez-vous demain matin pour le même exercice. Merci à vous, Nosrine Fatoumi. Vous leur donnez également rendez-vous pour le panel de discussion juste après l'invité de ce matin sur Free Matin. L'invité de ce matin sur Free Matin, Armand Afosogbe, il est leader politique de la 23e circonscription électorale qui comprend les communes d'Abomey, d'Agbanizou, de Djidja. Il est membre du bureau politique du parti politique Bloc républicain. Avec lui, ce matin, nous allons commenter un peu l'actualité liée au vote du nouveau code électoral. Pour échanger avec Armand Afosogbe, je suis avec Billy Gaïlaïbi. Bonjour à vous. Bonjour Kader. Merci d'être à mes côtés, de m'avoir rejoint sur ce plateau. Armand Afosogbe, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être très matinal. C'est un plaisir. C'est bon. Merci beaucoup. Billy Gaïlaïbi. Bonjour Monsieur Afosogbe. Bonjour madame. Hier, mercredi 13 mars, à travers une communication, une déclaration commune, les partis de l'opposition, y compris la CBE, ont dit non au nouveau code électoral. Qu'en pensez-vous? Ben, écoute, moi je dis que c'est la démocratie béninoise qui est en train de gagner. C'est normal. J'ai suivi avec attention la conférence de presse
organisé par les démocrates associant les partis d'opposition du Bénin. Et c'est ce que nous leur demandons. Cette déclaration, cette conférence de presse peut être transformée en un grand bloc. Le code électoral ne demande pas plus que ça. C'est ça. Donc, ce qui s'est passé hier dans leur conférence de presse, c'est la vitalité de la démocratie béninoise. Et puis, nous sommes contents. Nous, en tant que mouvementier, on est contents. Vous êtes content qu'ils puissent donner de la voix pour dénoncer ce qu'ils trouvent d'exclusif dans ce code électoral voté. Mais lorsqu'on prend le code électoral, est-ce que ce qu'ils reprochent n'est pas pertinent? Non, écoutez, nous, il faut aller un peu en arrière et savoir d'où nous venons. Nous étions dans un système de multipartisme intégral, mais qui a eu de limites. Et à l'avènement du président Patrice Talon, il a instauré la réforme du système partisan, ce que tout le monde avait souhaité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avant l'avènement du président Patrice Talon, il y a un grand regroupement au Bénin qu'on appelle l'Union fait la Nation, regroupant tous les grands partis du pays. Et l'animation de la vie politique, elle est constitutionnelle et l'État béninois doit accompagner les partis politiques. Mais on ne peut pas accompagner dans un petit pays des partis satellites, des partis d'arrondissement, des partis de communes, des partis de département. Aujourd'hui, ce qui est demandé aujourd'hui, c'est des grands ensembles. Et puis le Bénin rêve aujourd'hui ressembler à la plus grande démocratie qu'est la France, les États-Unis. Aux États-Unis, nous avons 2 partis. Mais quand tu prends un État américain, c'est près de 10 fois le Bénin. Donc, aujourd'hui, c'est le renforcement des grands regroupements, c'est le renforcement de la réforme du système partisan, c'est le fainéantisme politique, c'est comment on appelle, le machadage politique qui est en train d'être refusé. Et aujourd'hui, c'est pour cela que le nouveau code électoral a été voté. C'est pour cela que le nouveau code électoral a été voté. Avant qu'on aborde les innovations tout à l'heure, vous dites que ce code vient barrer la route au marchandage politique, mais est-ce que ce qui avait été voté, celui qui était en vigueur, ne faisait pas la promotion des grands ensembles et des grands partis politiques avec la disposition qui était inclue? Vous êtes journaliste et vous avez suivi avec amertume un procès qui a été relayé par la presse sur le plan national où on a dit qu'un député est allé vendre son parrainage. C'est quelle éthique on veut montrer à la nouvelle génération? C'est quelle éthique ça? Tu ne peux pas être élu dans un parti politique qui a financé ta campagne. Parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement de la réforme du système partisan, c'est le parti politique qui finance la campagne. Ce n'est plus au moment où les individus sont présidents de parti et il faut les corrompre, il faut donner de l'argent avant d'aller sur leur liste. Tu es sur la liste d'un parti politique et tu dois faire le jeu du parti politique. Et c'est le parti politique qui finance la campagne. C'est le parti politique qui finance le dépôt des dossiers et les frais qu'on paye sur ça. Et toi, tu es élu, ton parti a un candidat et tu dis que tu vas vendre ton parrainage à un autre candidat hostile à ton parti. C'est quelle éthique ça? On peut le pas vendre. Nous sommes dans quel pays? On peut le pas vendre et peut-être permettre une candidature. Mais je vous dis que tout le monde a entendu dans ce pays que quelqu'un est allé prendre de l'argent pour parrainer un candidat qui est hostile à son parti. Le nouveau code refuse tout ça parce que quand tu es aujourd'hui député ou maire, pour parrainer un candidat, le candidat de ton parti pour les élections présidentielles, ça dit, tu ne peux pas parrainer un autre candidat autre que le candidat de ton parti. C'est pas possible. Monsieur Afosogbe, c'est quoi, puisque vous en parlez, c'est quoi les innovations salvatrices de ce nouveau code? Oui, les innovations dans le code électoral est subdivisé en 5 parties. Je rentre déjà au niveau des élections législatives. Au niveau des élections législatives, vous voyez, le seuil national, c'est 10% d'abord, avant d'être éligible au siège. Mais après ça, il faut avoir 20% par circonscription électorale. C'est pas trop? Et nous, non, mais c'est pas trop. 20%. Tous les partis qui se représentent au Parlement aujourd'hui respectent ces critères. Vous êtes membre du bureau politique du Bloc républicain. Est-ce que vous pensez qu'après 2026, si éventuellement le BR perdait le pouvoir, il pourrait trouver encore 20% dans chacune des circonscriptions électorales sur l'ensemble du territoire national? Mais au fait, on est en train de nous inciter au grand regroupement. On est en train de nous inciter à plus travailler pour occuper le terrain. Parce que nous rêvons avoir maintenant
des partis à caractère national. Oui, pas des partis de la région, pas des partis du sud et des partis du nord. Donc, je pense que ce pan du code électoral nous incite à plus occuper le terrain politique. Et c'est ça. C'est ça. Vous allez à une compétition, mais vous devez travailler pour gagner la compétition. Vous ne devez pas vous contenter sur un minimum. Il faut travailler pour occuper le terrain. Il faut travailler pour en arriver là. Le point 2, c'est ce qui concerne les élections présidentielles. Prochainement, pour parrainer un duo de candidats, il faut 15%. Il faut 15% d'élus, que ce soit élu maire ou élu député. Et vous voyez, 15% sur les 3/5 dans les 24 circonscriptions électorales. Les 3/5 dans les 24 circonscriptions électorales fait 14 circonscriptions. Et quand nous prenons ce critère, tous les partis qui se représentent au Parlement respectent ce critère. Les démocrates aujourd'hui ont 28 députés. Ils ont 28 députés. Juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. On n'a pas empêché les démocrates d'aller aux élections en 2020. Ils ont refusé délibérément d'aller aux élections. Ils ont refusé de compétir. Mais le test qui était là en 2020, et ils ont refusé, c'est le même test qui était là. Ils ont participé actuellement aux élections. Ils ont eu 28 députés. Donc, personne n'a refusé à personne d'aller aux élections. Aller aux élections aujourd'hui, c'est libre à un parti politique aujourd'hui au Bénin. Donc, il faut avoir 15% pour parrainer et dans les 3/5 de la circonscription électorale, ce qui fait 14 circonscriptions électorales. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai dit que tout ce qui se fait aujourd'hui, ce code électoral refuse le marchandage politique, refuse la transhumance politique, refuse le refus de respecter le consigne de son parti politique. Et dans le code, quand on a dit que aucun parrain ne peut, c'est-à-dire parrainer un candidat autre que le candidat de son parti, c'est pour renforcer la réforme du système partisan, c'est pour renforcer les partis politiques, c'est pour empêcher la transhumance politique. C'est pour empêcher la transhumance politique. Le point 4... C'est pas pour contrôler les élections générales de 2026. Quoi? C'est pas pour contrôler un peu et régir... Non, mais c'est de quel contrôle? Le paysage politique pour 2026. Une loi est dynamique et puis qui peut le moins peut le plus, qui peut le plus aussi peut le moins. Donc demain... Donc le test n'est dirigé contre... Demain on peut estimer que 20% c'est trop, on peut revenir encore à 15? Non, c'est pas possible. Nous, aujourd'hui, nous renforçons dans notre position, aujourd'hui en tant que je suis mouvancier, et puis je l'assume. Nous renforçons dans notre position aujourd'hui que ce test soit validé par la Cour constitutionnelle pour réellement donner la chance aux partis politiques de travailler pour avoir un ancrage national. C'est nous notre position aujourd'hui. Nous, notre position aujourd'hui, ce n'est pas d'empêcher X et Y. Vous savez que dans ce pays-là, des partis sont nés, mais ils n'ont jamais participé à une élection, même à une élection communale. Oui, mais on est dans quel pays? Qu'avez-vous à reprocher à ceux qui pensent que les lois sont taillées sur mesure? Mais c'est le président de la République qui allait voter la loi au Parlement. Il n'est pas député. Mais la plupart des partis sont des partis de la mouvance. Mais écoutez, c'est pas parce qu'on est de la majorité qu'on va nous refuser d'aller voter une loi au Parlement. Le vote de loi au Parlement émane des députés. Chacun doit gérer ce qu'il peut gérer dans le pays. La Cour constitutionnelle est là pour réguler les lois. L'État central est là pour gouverner le pays. Mais les parlementaires sont là pour voter les lois. Donc on ne peut pas refuser aux députés de ne pas aller voter les lois. C'est pas possible. Un député peut se lever pour faire une proposition de loi. C'est de son ressort. La proposition de loi n'est pas pour un avocat. C'est pas possible. Un avocat ne peut pas proposer une loi au Parlement. Alors, il est là pour plaider son client. Alors, on soit compris. Mais tout à l'heure, vous avez dit que votre espérance, c'est de voir la Cour constitutionnelle valider cette proposition de loi-là. Parlons du parrainage, par exemple. Il y a quand même une décision de la Cour constitutionnelle qui a été dirigée par l'actuel président du parti Union Progressive du Renouveau, où il y avait quand même une décision très précise sur le parrainage qui, quand même, encadrait le parrainage. Aujourd'hui, voilà ce que vous décidez aujourd'hui. Non. Est-ce que vous ne pensez pas que la Cour va vous... Je vous dis que toute loi qui est votée est dynamique. OK? Et quand on vote les lois, ça suit des réformes. Tu sais, on n'a jamais organisé les élections générales au Bénin.
C'est pour la première fois que nous voulons organiser les élections regroupées en 2026. OK? Cela induit quand même des réformes. Cela induit quand même des retouches qu'on doit faire quand même pour non seulement de façon consensuelle entre les partis politiques qui sont représentés au Parlement, de discuter pour voir dans quelle mesure nous allons quand même aborder cette réforme qui regroupe les élections générales en 2026. Ce qui s'est passé en 2020 ou bien en 2019 par rapport à ce qui va se passer en 2026, c'est différent. C'est différent. Et puis, c'est pas pour la première fois, à l'approche d'une élection, qu'on vote le code électoral. Le code électoral a été toujours touché. Sous le président Yahya Boni, l'actuel président des démocrates, le code électoral a été toujours touché. Mais vous l'avez dénoncé en son temps, que c'était pas une bonne chose. Pourquoi aujourd'hui non, ce que nous avons dénoncé en son temps excluait et tous les partis d'opposition. Ça exclut tous les partis d'opposition. Mais aujourd'hui, vous avez vu que nous avons une partie d'opposition qui représente les autres partis. Les démocrates sont présents à l'Assemblée nationale. Ils ont une majorité quand même de blocage, même si c'est une minorité, ils ont une majorité de blocage. Quand on a parlé de la révision de la Constitution pour quand même faire l'ordre des élections ou bien le parrainage qui va parrainer les élections, que ce soit les maires de maintenant, les députés de maintenant, soit c'est les maires qui seront élus en 2026 ou les députés, ils ont rejeté. On a chanté l'hymne national avec eux, nous on n'a pas fait un système de tapage. Maintenant, le code électoral, ils ont participé au code électoral avec nous. Parce que ce que les gens ne disent pas, et que les Béninois doivent entendre, les démocrates, pas le président de leur groupe parlementaire. Ils ont fait aussi des amendements. L'amendement qui consiste à payer 25 millions actuellement pour le duo pour la caution du duo de la candidature en 2026, c'est eux qui ont proposé. Donc ils ont participé. Oui. Ils ont été consentants. C'est eux qui ont fait l'amendement. C'est eux qui ont fait l'amendement. Que actuellement c'est les maires de maintenant et les députés de maintenant qui parrainent les élections présidentielles. Le duo de la candidature des élections présidentielles. Mais pourquoi vous amendez une loi? Pourquoi vous amendez une loi et vous sortez et vous commencez pas à crier pour dire que c'est une loi liberticide, c'est une loi qui exclut les gens? Peut-être il y a d'autres amendements pertinents qui n'ont pas été présentés. Monsieur le journaliste, combien de partis sont représentés au Parlement? Est-ce que le nouveau code électoral exclut un parti actuellement au Parlement? Aucune loi n'a refusé aux autres partis de participer aux élections et d'avoir des représentants au Parlement. Selon vous, c'est quoi la contribution qu'apporte ce nouveau code électoral par rapport au système partisan? Oui, et ce nouveau code électoral voté, comme je vous ai dit, la répétition est pédagogique, je vais toujours le dire, ça renforce les partis politiques. Ça met la pression sur les partis politiques d'avoir l'ancrage national où les débats ethniques, les débats régionalistes, c'est le parti du Nord, c'est le parti du Sud, c'est le parti du Centre, c'est terminé dans le nouveau code, c'est terminé ça. Nous devons avoir un parti national, un parti où un député qui est élu à Kétou, ce parti peut y avoir aussi de députés à Djougou, ce parti peut y avoir de députés à Djidja, ce parti peut y avoir de députés à Natitengou. C'est de ça nous sommes en train de rêver. Nous rêvons aujourd'hui au Bénin de ressembler au Nigeria. Il n'y a pas beaucoup de partis au Nigeria. Même au Ghana, nous rêvons aujourd'hui d'avoir peu de partis comme les États-Unis. C'est aujourd'hui le but. Le nouveau code électoral n'est dressé contre aucun parti politique. Et autant qu'ils sont, nous aujourd'hui, en 2026, on peut ne pas respecter les critères de ce code électoral. Et on sera à route. Est-ce que vous ne pensez pas que le paysage politique doit être en conformité avec la sociologie des acteurs politiques du milieu? Ah mais oui, comment? Ce qui se fait aujourd'hui répond aux critères de l'évolution politique du Bénin. C'est ça. Je vous ai dit tantôt tout à l'heure que nous n'avons jamais vécu, nous n'avons jamais organisé les élections groupées. Et ça, c'est du nouveau. Mais plus il y a des réformes, plus la vie politique évolue, plus nous devons nous adapter pour répondre
à l'aspiration de l'évolution de la ville. Alors, qu'en est-il, lorsqu'on revient au code électoral voté le 5 mars dernier, qu'en est-il des accords de gouvernance qui sont assimilés à des alliances politiques pour certains? Non, mais c'est du dilatoire, c'est de la désinformation totale. Quand on parle d'alliance, c'est que les partis qui sont en alliance, vous allez sur une liste commune. Vous allez aux élections ensemble, et puis vous gouvernez ensemble, et puis vous avez un logo unique. C'est ça qu'on appelle alliance. Mais accord de gouvernance, c'est pas une alliance. C'est que, avant d'aller aux élections, et c'est ce que le nouveau code électoral dit, avant d'aller aux élections, vous pouvez aller à la Sénat, les deux partis qui sont en accord de gouvernance peuvent aller à la Sénat pour dire, nous sommes en accord de gouvernance. Mais l'accord de gouvernance n'interdit pas d'aller aux élections différemment. L'accord de gouvernance, c'est même ça. Nous irons sur le terrain, on va batailler très fort. Chacun ira avec son logo, le Bloc républicain va avec sa liste. Mais à la fin, nous pouvons avoir quand même des deals politiques. Nous pouvons avoir des deals politiques. Et quand vous regardez aujourd'hui le Parlement, nous qui sommes de la majorité présidentielle, vous suivez, vous observez bien, vous allez voir que le président de l'Assemblée nationale actuellement est l'UPR, le Renouveau. Le vice-président est le Bloc républicain. Ça, c'est un accord de gouvernance. Mais nous sommes allés aux élections différemment et nous nous sommes combattus correctement sur le terrain. Mais c'est différent d'une alliance politique. Une alliance politique, comme je vous ai dit, c'est une liste commune. Vous allez aux élections sur une liste, vous avez le même logo et vous n'allez pas de façon séparée. Donc c'est ça qu'il faut corriger. Et c'est ça la réalité. On dit accord de gouvernance, c'est alliance déguisée. Non, c'est pas... Un exemple d'accord de gouvernance. Un autre exemple. Un exemple type d'alliance de gouvernance, par exemple, lorsque nous faisons des élections législatives en 2026, et le Bloc républicain, par exemple, je dis quelque chose, vous m'excusez, obtient peut-être 12%. Oui, mais j'ai pas fini quand même de définir les 5 points de clé du code électoral. Dans l'accord de gouvernance, les 20% par circonscription électorale, les partis, avant d'aller aux élections, qui sont en accord de gouvernance, les 20% sont attribués à ces partis, par circonscription électorale. Ce n'est pas une alliance, ça. Les 20% sont attribués à ces partis par circonscription électorale. Mais il y a une évidence, nous sommes conscients que il peut arriver qu'un parti politique, dans une circonscription électorale, n'a pas les 20%. Mais quand il est en accord de gouvernance, mais il partage les 20% avec le parti avec lequel il est en accord. Oui, justement, comment ça se passe concrètement? Est-ce à dire que lorsque je suis, par exemple, le Bloc républicain et que je dis une bêtise, ouais. Vous m'excusez, 12 ou 13%, et que peut-être l'Union progressiste le renouveau dans cette circonscription électorale avait 5%, est-ce que je m'allie à l'Union progressiste le renouveau? C'est ça? Ou peut-être, je vais peut-être voir qui peut-être a trouvé aussi 11% et qui est en besoin de c'est pas le mot s'allier, ça c'est une alliance. Le mot s'allier, c'est une alliance. Je vais encore bien expliquer, je vais le répéter. Je dis, l'accord de gouvernance consiste en amont, avant d'aller à une élection, vous signalez à la Sénat. Un parti, le Bloc républicain, même les démocrates peuvent dire, ok, je vais en accord avec l'Union progressiste. Donc ça se déclare avant les élections. Avant les élections. Donc c'est pas après les élections, les résultats obtenus. C'est vrai que vous n'aurez jamais un accord de gouvernance avec... nous, on ne fera jamais un accord de gouvernance avec les partis d'opposition parce que c'est clair, c'est même... Et si les enjeux actuellement, et si les enjeux politiques l'exigent? Non, ça ne peut pas exiger, c'est même interdit. L'opposition est l'opposition. L'opposition n'a pas le droit d'aller au gouvernement. L'opposition n'a pas le droit de... C'est pour cela que on a voté la statut de l'opposition. C'est interdit, c'est pas possible. Ils n'ont pas le droit d'aller au gouvernement. Non, c'est pas possible. C'est interdit. Mais il faut c'est vraiment interdit. Mais on parle de l'accord de gouvernance. Donc, avant d'aller aux élections, vous signalez à la Sénat que vous êtes en accord de gouvernance. L'accord de gouvernance, c'est, comme je vous ai dit, ce n'est pas une alliance politique. C'est juste un truc que vous faites. Et quand vous finissez les élections, vous pouvez avoir le même son de cloche. Et je vous ai donné l'exemple. Actuellement, nous sommes 3 partis représentants au Parlement béninois. Mais le Bloc républicain
et l'Union progressiste, le renouveau, peut y avoir des accords de gouvernance. Et quand vous nous regardez, qui défend aujourd'hui le code électoral, c'est le Bloc républicain, c'est l'Union progressiste, le renouveau. Mais parce que nous sommes en accord politique, nous sommes en accord de gouvernance. Ce n'est pas la même chose que l'alliance politique. Je vous ai dit, une alliance politique, c'est que vous allez aux élections ensemble sur une liste commune, claire et nette. C'est clair. Alors avec ce nouveau code électoral, on demande aux candidats, aux candidats à l'élection présidentielle de déposer leur dossier de candidature 180 jours avant le scrutin. Est-ce que vous ne trouvez pas ça, le délai là, trop? Non, ben écoute... Ils déposent le dossier 180 jours avant. Il y a les parrains qui les parrainent, mais on fait l'élection des parrains qui les ont parrainés avant l'élection présidentielle même. Est-ce que pour vous, ça ne pose pas un petit problème? Non, mais ça ne pose aucun problème. Et c'est la réforme du regroupement de toutes les élections en 2026 qui engendre tout ça. Vous savez, et quand mon parti, le Bloc républicain, instaurait la révision de la Constitution à l'Assemblée nationale, ça fait partie des choses que nous on a dit. On a dit, il faut d'abord organiser les élections présidentielles avant les élections législatives communales, parce que le président, nous sommes dans un régime semi-présidentiel au Bénin, le président élu a besoin de la majorité au Parlement pour gouverner le pays, pour ne pas prendre des ordonnances. Présidentiel très fort pour certains même, notre régime présidentiel. Non mais écoute, c'est propre au Bénin, on ne peut plus le changer. C'est notre ADN, c'est notre identité. Chaque pays a son identité. Quand tu prends le Togo a son identité. Tu prends le Sénégal a son identité. Nous avons notre identité. Le président béninois a besoin d'une majorité au Parlement pour mieux gouverner le Bénin, pour ne pas prendre des ordonnances. Et on a vu des présidents qui ont pris tout le temps des ordonnances pour quand même faire passer le vote du budget et dans le cas, il va acquérir cette majorité qu'il n'obtient pas. Comment il fait? Non, ben écoutez, on ne va pas souhaiter. C'est vrai qu'on n'est pas Dieu, mais c'est vrai qu'on n'est pas Dieu. On ne va pas souhaiter. Ce jeudi, la Cour constitutionnelle examine les recours par rapport au code électoral. Quelles sont vos espérances? Mon espérance, c'est de demander à la Cour constitutionnelle de valider ce code électoral. Valider ce code électoral aujourd'hui règle un certain nombre de choses qui minent la politique béninoise. La transhumance politique, le marchandage politique, le clivage politique, le régionalisme politique. C'est valider ce code aujourd'hui, ça donne l'ampleur, ça renforce la réforme du système partisan. Ça renforce, ça dit, le vrai sens même de ce qu'on appelle parti politique au Bénin. Et aujourd'hui, au Bénin, nous voulons être un exemple. L'exemple que nous avons toujours été et que les pays voisins de chez nous viennent s'enquérir des expériences des Béninois. Nous voulons encore donner l'exemple. Voilà. Merci à vous, Armand Afosogbe. Je rappelle que vous êtes membre du bureau politique du parti politique Bloc républicain. Vous êtes l'un des leaders de la 23e circonscription électorale qui comprend les communes de Abomey, de Agbanizou et de Djidja. Merci d'être passé sur EZAE TV. À très bientôt. Armand Afosogbe, merci à vous. Merci. Chers amis internautes, à présent, nous passons au panel de discussion. Le panel de discussion avec Carles Kitomé. Bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Merci de faire le sacrifice tous les matins. Bonjour à vous Atifa Olafa à nouveau. Bonjour Abdelkader. Bonjour à vous à nouveau au couple Anelou. Bonjour à vous Abdelkader. Merci d'être là, d'être à mes côtés. Carles Kitomé, nous parlons de la dépravation des mœurs. Dites-nous, qu'est-ce que vous entendez déjà par cette thématique? Non, mais au fait, il faut bien comprendre d'abord toute la thématique pour pouvoir vraiment en parler. Et c'est vrai qu'on entend très souvent dépravation des mœurs en milieu scolaire, dépravation des mœurs au sein de la jeunesse. Mais avant de pouvoir vraiment opiner, nous allons essayer de voir ce que ça veut dire dépraver. Et quand j'ai essayé de consulter, j'ai lu ceci: dépraver, c'est pervertir quelqu'un, le corrompre en faisant, en faussant son sens moral. Pousser quelqu'un en erreur, c'est ce que j'ai lu dans dépravation. Ça veut dire que quand nous parlons de dépravation des mœurs, il s'agit de facteurs qui poussent les gens à sortir des sentiers battus, des limites du commun. Et dépravation, ça veut dire comportement dénaturé,
manière de se conduire immorale, en particulier sur le plan sexuel. Et sur ce plan-là, quand on parle de dépravation sexuelle, on parle de débauche, de déchéance, de dégradation, de déliquescence, de dérèglement, de dévergondage, d'immoralité, de perversion, de pourriture. Donc les mots sont très forts. De corruption, dissolution, prostitution. Et donc, quand nous parlons de dépravation sexuelle et qu'on peut arriver jusqu'à dire que la dépravation c'est de la prostitution et que c'est lié au sexe, ça voudrait simplement dire qu'il faut comprendre que quand on parle de dépravation sexuelle, il s'agit de tout comportement lié au sexe qui ne respecte pas la morale, qui ne respecte pas les codes communs, qui ne respecte pas le savoir-vivre. Et donc, voilà un peu ce que c'est que la dépravation sexuelle. Et si c'est ainsi défini, je crois que c'est un sujet important qui fait peur parce que le sexe peut faire basculer toute une vie. Quand on ne prend pas soin au sexe, c'est compliqué. Donc, quand on parle de dépravation sexuelle, c'est que nous nous intéressons à un sujet qui expose la jeunesse. Là, vous vous intéressez à la dépravation sexuelle? Oui. Okay. Qui expose le jeune, aussi bien sur le plan moral, physique, intellectuel et spirituel. Parce que vous savez que le sexe est au centre de beaucoup de choses. Quand vous ne savez pas user de votre sexe, ça peut vous emmener où vous ne voulez pas. Donc, voilà un peu ce que moi je peux dire en parlant de la dépravation des mœurs. Des mœurs. Alors, parlant de dépravation des mœurs, Nasrine Fatoumi, qu'est-ce que vous appréhendez? Merci beaucoup, Kader. Je crois que je rejoins Kader Skitoumé dans sa définition de la dépravation des mœurs. C'est un ensemble de comportements dénaturés, manière immature, qui conduit quelqu'un à perdre ses valeurs morales et éthiques. Appelle ses valeurs morales et éthiques. Atifa Lafa, vous partagez également cette définition? Si. Moi, je ne vais pas tout de suite aller dans le côté sexuel, mais prendre en général la dépravation des mœurs, c'est pour moi l'ensemble des comportements inappropriés, amoraux, on va dire, qui ne respectent aucune norme et qui virent à tout comportement que je peux qualifier en quelque sorte de d'énorme, on va dire. Effectivement, tout a été dit. La dépravation des mœurs, quand on parle de mœurs, c'est plus basé sur la morale. Et la dépravation, quand on dit dépravation, tout simplement, c'est ce qui sort des normes, c'est ce qui va vers l'exagération, c'est ce qui va vers le côté négatif. Donc, quand on parle de la dépravation des mœurs, c'est quand, en quelque sorte, il y a des choses néfastes qui atteignent directement la morale, en quelque sorte. Qui touche directement à la morale. Mais quand on en parle, je reviens à une expression, quand on dit quelqu'un de mœurs légères, voilà. On parle de dépravation de mœurs, mais là, ça fait seulement rapport au sexe. Quand on dit de mœurs légères, donc quand on parle de dépravation des mœurs, vous voyez le glissement, il est très facile pour aller de ce côté-là. Il est très facile pour aller de ce côté-là. Très rapidement, si la régie est apte avec Constantine, on va suivre les impressions de quelques citoyens rencontrés ça et là dans la ville de Cotonou qui nous ont livré bien évidemment ce qu'ils pensent de la dépravation des mœurs. C'est mauvais, ce qui se passe aujourd'hui c'est mauvais. Je ne sais pas si c'est les films novelas ou bien c'est la modernité qui amène nos jeunes filles où ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a certaines filles même dans les églises, je ne sais pas pourquoi les pasteurs ne les chassent pas. Leurs habillements sont trop sexy, leur coiffure, tout ça ne va pas. L'habillement des jeunes filles est très nul, ça il faut reconnaître ça. Et quelque part aussi, je ne les condamne pas trop parce que l'éducation ne leur exige pas comment il faut s'habiller. Il y a des filles qui exagèrent parfois et puis d'autres. Bon, comme tout le monde n'a pas reçu les mêmes éducations, on peut baser sur le volet d'éducation. C'est en fait l'éducation que nos parents nous donnent. Si l'État peut nous aider à corriger ces choses-là, ça va aller. Sinon, quel est l'avenir réservé à ces enfants, à ces filles? Il faut porter des choses sexy pour se faire plaire. Non. Il y a d'autres qui se sont habitués, qui ne savent même plus comment nouer les pains. Il y a d'autres qui ne savent même plus comment nouer les pains. On porte des jupes mini où on n'arrive même plus à s'asseoir. On n'arrive même plus à s'asseoir. Même les vieilles dames aussi les portent. En Afrique, on porte des pains. Mais je ne sais pas ce qui amène nos filles à porter de n'importe quoi. C'est des choses indésirables qu'elles portent. Si c'est les films qui les amènent à se comporter comme ça, alors je leur dis de stopper.
D'abord, si ça leur permet d'être épanouis, d'être contents et de se sentir à l'aise dedans, bon, je trouve que c'est une bonne chose. Mais ce qui est sûr, il y aura des répercussions sur ça parce que en s'habillant comme ça, d'autres filles vont perdre leur âme sœur, vont gâcher leur avenir parce que ce n'est pas tous les hommes qui aiment cette manière de s'habiller, ce n'est pas tous les hommes qui aiment la façon dont elles s'habillent aujourd'hui. Et dans les structures, dans les organisations, ce n'est pas aussi adapté qu'une femme s'habille de la sorte. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. D'accord? Chacun est libre. Et tant que vous vous sentez, pour moi, tant que vous vous sentez à l'aise dans ce que vous faites, ça ne me pose aucun problème. C'est vraiment, ça arrive parfois que certains s'habillent tout nuit et nous pouvons leur demander simplement de revoir un peu parce que on a l'habitude de dire là où commence ma liberté, ça s'arrête celle de l'autre. Donc, ils peuvent comprendre que cela peut conduire certaines personnes à faire ce qu'ils ne devraient pas faire. Et là, c'est là on parle de viol et consorts, ce n'est pas bien. Ça peut inciter les gens à on appelle ça la dépravation des mœurs. Alors, nous voilà à nouveau en plateau. On a entendu les citoyens qui ont opiné sur la thématique du jour. Pour eux, dépravation des mœurs, c'est tout ce qui est contraire à la morale. Oui, mais en les écoutant, ils ont beaucoup plus parlé des filles et ils se sont accentués sur l'habillement. Mais quand nous parlons de dépravation des mœurs, il ne s'agit pas que de ça. Et les hommes aussi sont concernés parce que les mœurs, là, c'est quand même la morale. Ouais, un homme qui peut en pleine rédaction se met torse nu, par exemple. Voilà, tout ça, c'est déjà, ça entre dans le même cadre. Un homme qui ne respecte pas ses parents, qui ne connaît pas le respect des autres, le respect de la hiérarchie dans la société et le respect de l'endroit où il se trouve. Parce que vous ne pouvez pas vous comporter sur ce plateau comme à la rédaction. Voilà, vous ne pouvez pas vous comporter de la même manière. Par exemple, sur la rédaction, sur le plateau. Vous ne pouvez pas vous comporter de la même manière non plus au marché ou à la pharmacie. Donc, c'est savoir adapter son comportement à chaque chose. Quand on ne sait pas le faire, c'est une dépravation des mœurs. Si par exemple vous êtes d'une certaine culture où on va souvent au couvent, et quand on va au couvent, on ne se comporte pas comme en ville. Et les lois du couvent souvent sont radicales. Donc, si vous pensez que vous avez regardé des imbéciles à la télé et que vous pouvez imiter ça au couvent, peut-être que vous n'en sortirez jamais. Et donc, il faut avoir ce sens-là dans sa tête pour savoir que quand on parle de dépravation des mœurs, c'est savoir respecter les restes, je ne sais pas, les codes sociétaux à chaque endroit, qu'on soit homme ou femme, habillement et tout compris. Parce qu'on ne va pas au restaurant comme on va à une soirée de gala non plus. On ne va pas de la même façon à la plage non plus. Donc, c'est savoir faire ce qu'il faut. Sinon, vos mœurs ne répondent pas à la logique. Justement, pour rester dans ce que dit Kales Kitoubi, dans ce qu'il faut oublier, on ne peut pas se rendre dans un hôpital, par exemple, où il y a des malades et qu'on va prendre un appel tout de suite. Allô, allô, allô. Vous voyez, plus ça. Des choses qu'on observe. Parfois, quelqu'un qui rentre dans une pharmacie, oublie le rang et il va directement. Bon, moi, je vais plutôt m'accentuer sur le côté éducation, parce que tout à l'heure, un des citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou s'est basé sur l'éducation. Et côté habillement aussi, je crois qu'on dit dans ma langue, il y a ni si ni son ni l'autre, c'est comment tu te vends, on t'achète. Je ne crois pas si c'est exactement la définition. Comment tu te présentes. Tel tu te présentes, tel on t'achète. On t'achète, voilà. Donc, il y a des trucs qu'il ne faut pas autoriser dans la société. Il y a des codes à respecter, des codes vestimentaires à respecter. Par exemple, moi, maintenant, je ne peux pas sortir chez moi en mini-jupe. Tu vas sortir par où? Même si tu portes, tu te demandes, mais si je porte ça maintenant, est-ce que tu peux même venir au salon d'abord avec? Voilà, là, le salon c'est déjà trop difficile, venir dans le couloir. Parce qu'il y a des parents, des fois, te guettent ce que tu veux mettre pour sortir de la maison. Mini-jupe chez moi, c'est interdit, tu ne peux pas porter de mini-jupe pour sortir de la maison. Revenons à votre question, vous avez parlé des pharmacies, des hôpitaux. C'est vrai, il y a des personnes, ils n'ont pas de la conduite. Tu vois des gens à la pharmacie crient tout comme si c'est le salon de leur papa ou de leur maman. Au lieu de se mettre en rang, ils te disent non, ils ont une urgence et puis ils dépassent le rang et vont chez l'officine de pharmacie pour se procurer de... Et il y a même des officines de pharmacie, au lieu de les recadrer, ils les servent d'abord.
Alors, à la fin, on parle de tout ce qui est contraire à la morale. Tout à l'heure, avec Alaska Tomé, on parlait d'hommes qui se promènent torse nu, et qui bombent la poitrine, vous voyez, en milieu de travail ou en espace. Mais il y a également les femmes qui parfois exposent des parties intimes. On voit les femmes parfois exposent leur avec les deux ponts de devant totalement ouverts. On voit un peu la jupe qui est fendue pratiquement. On dirait qu'elle veut même scinder le tout de taille en deux. Qu'est-ce que vous avez à dire à toutes ces attitudes qui deviennent de plus en plus récurrentes qu'on observe un peu dans la société et beaucoup plus dans les administrations aussi? Bien sûr, c'est des attitudes qui deviennent de plus en plus récurrentes dans la société parce qu'aujourd'hui, on remarque quand même que, et je crois un des internautes l'a dit, on parle de l'éducation. L'éducation, c'est la base de toute chose. C'est vrai, on n'est pas tous éduqués de la même manière, mais je crois qu'il y a une certaine norme qu'on inculque à chaque être humain, à chaque enfant, avant qu'il ne quitte chez lui. Et je pense qu'aucun parent ne peut mettre au monde son enfant et ne pas l'éduquer. Après, c'est vrai, on n'est pas tous éduqués de la même manière, mais l'éducation, c'est la base. Si tu n'as pas reçu une bonne... Déjà, dans ta manière de t'habiller, quand tu sors de la maison, on peut déjà deviner quel genre de parents tu as, de quel environnement tu as quitté, ou bien comment on vous parle à la maison. Et si tu as grandi dans un milieu où il y a quand même des aînés, des personnes âgées. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, on fait face à tellement de, ce que je peux dire, d'énormes, de conneries. Il y a aussi de ces enfants, ils s'habillent proprement en sortant de la maison, mais dans leur petit sac, ils ont un habit de recherche. Il ne faut pas oublier ce côté. Dans leur petit sac, dans leur petit cœur aussi. Ils changent de personne. Quand on ne respecte pas la personne âgée, quand on n'a aucun respect pour les aînés, je crois que c'est ce à quoi on fait face. Et je dis toujours, qu'est-ce qui cause d'abord la dépravation des mœurs? C'est la liberté, le manque de surveillance, la négligence des parents. C'est vrai, aujourd'hui, on fait face à la cherté de la vie où les parents doivent aller se battre peut-être 2 fois plus pour subvenir aux besoins des enfants ou leur donner de bonnes conditions. Mais on oublie quand même qu'il y a des enfants là et les enfants sont livrés à eux-mêmes. On ne sait plus à quoi s'en tenir. Chacun fait ce qu'il veut et c'est la débandade. Donc. Voilà. Un instant avant de vous revenir parce que j'ai une question vous concernant par rapport au lien entre la dépravation des mœurs et l'éducation. Mais Alain Dou, lorsque l'on parle de dépravation, on a vu tout à l'heure que la plupart sont intéressés au code vestimentaire des femmes. Vous, qu'est-ce que vous observez? Bon, concernant le code vestimentaire, c'est assez logique. On voit cela. Et là, le moment donné où vous êtes provoqué, vous sentez provoqué? Vraiment, il arrive des moments où vous allez dans les lieux. Et comment vous faites face à ça? Bon, soit on détourne ses regards, ou soit on regarde la personne jusqu'au point où la personne se sent gênée et la personne même constate que bon, ce que j'ai porté à titre parfois jusqu'à aller faire un accident aussi. La dernière fois, pas du côté peut-être exposition de corps, mais je me retrouvais dans une église où j'étais en train de suivre le prêtre. Il annonçait les offrandes, mais pour aller donner, j'ai vu un jeune garçon qui pour moi était dans un haut sans manche, c'est-à-dire ça le coupait juste au niveau de l'épaule, et il était en culotte avec des baskets et il est venu à l'église comme ça. Je me suis dit, mais la dernière fois que j'ai voulu porter une culotte pour aller à l'église, je crois que ma mère m'a frappé. Elle m'a dit, on ne porte pas de culotte, tu vas à l'église. Mais là, maintenant, quand vous voyez déjà l'enfant, vous voyez, quand je suis sorti de l'église et que j'ai revu l'enfant avec ses parents, j'ai vu que celui-là, c'est ceux qui n'ont pas grandi ici. Vu l'accent et tout, c'est des personnes qui ont grandi à l'extérieur. Maintenant, voilà, la civilisation de là-bas qu'ils ramènent au pays, et ce qui fait que pour eux, c'est assez logique et normal. Ici, pour nous, on voit ça d'un autre œil. Donc, déjà, côté habillement pour dépravation des mœurs, vous voyez directement qu'il faudrait, en quelque sorte, recadrer les choses pour certains. Ce n'est pas de la dépravation. Tout à fait. Pour d'autres, c'est de la dépravation. Quel est le lien qu'on peut faire entre dépravation des mœurs et éducation? Non, mais il y a un lien fort entre les deux. Mais tout commence d'abord par l'environnement. Ce qui est permis en milieu nago n'est pas forcément permis en milieu d'Indi. Ce n'est pas forcément permis en milieu d'Itamari non plus. Donc, c'est d'abord savoir dans quel environnement on est. Maintenant, l'éducation, je crois que c'est le centre de toute chose. C'est à la maison qu'on vous apprend que le matin, il faut se lever
Et tout de suite, il faut aller à la douche, il faut se brosser. Donc, même à 100 ans, quand vous allez vous lever, vous aurez ce réflexe-là d'aller à la douche et de vous brosser. Mais quand on vous a pas inculqué ça, vous n'aurez jamais ça. Vous savez parfois c'est inné parfois chez certaines personnes la dépravation. Non, il n'y a pas, il y a rien. L'homme n'est né avec rien. Tout dépend de comment vous l'avez éduqué. On a peut-être des penchants pour. Mais il faut trouver le ferment les penchants cultiver ça. Quand ce n'est pas, dès qu'on remarque que l'enfant s'adonne à ce genre de comportement, à ce genre de vie, les parents quand même peuvent le rappeler alors et dire enfant on dit quoi? Vous savez pourquoi on dit quoi? Non, enfant on dit quoi? Il est en train de dire pour lui. Vous là Bossini. Hein? Si tu as une panthère chez toi là et que tu veux lui couper la queue là, tu ne laisses pas la panthère grandir, sinon tu ne pourras pas. Mais c'est quand tout ça veut dire que c'est tôt qu'il faut commencer. Et puis vous savez, généralement on dit autre chose, hein. On dit c'est ça. Quand vous déraillez là, on se dit qu'il n'a pas la photo de l'aîné chez lui. Donc pas de photo, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un de responsable qui a pu lui donner l'éducation qu'il faut. Donc quand vous vous comportez mal, on insulte d'abord vos parents parce que c'est eux qui ont raté leur mission. Mais il n'y a pas que l'éducation à la maison. L'éducation, ça part de la maison, ça va dans la rue, ça va au boulot et ça passe par les médias. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, je crois que quand moi j'étais tout jeune, c'était difficile aux femmes de porter certaines choses. Même les pantalons. Mais avec la télévision, même en plein jeune, on est en pantalon. Non, mais avec les médias et la télévision, vous avez vu, les femmes portent plus facilement le pantalon. Alors qu'avant, quand tu portais le pantalon, tu te traitais de pute, tout de suite là. Mais aujourd'hui, on porte des pantalons. Quels pantalons en plus? Des pantalons qui laissent tout entre vous. Et quand ils marchent, tout bouge comme si c'était un autre spectacle. Tout bouge. Ça bouge devant, ça bouge derrière. Et puis bon, finalement, ça peut vous emporter. C'est très dangereux. Ça vous emporte souvent alors. Moi, et quand vous allez... Non, et maintenant avec les réseaux sociaux, mais c'est la totale. C'est autre chose. On vous montre même comment il faut faire telle chose. Donc facilement là, on oublie qu'on est dans un autre contexte, on est à Cotonou, on veut faire comme on était à Abidjan. C'est pas la même chose. À Côte d'Ivoire, c'est pas le Bénin. On veut vivre comme l'Américain, on veut s'habiller. Même nos artistes, vous avez vu, désormais, les gens qui ne savent même pas que quand on porte le pantalon qui descend dessous des fesses, c'est on montre qu'on est un prisonnier ou un ancien prisonnier. Mais eux, pour faire le look, pour ressembler à l'Américain, ils font descendre le caleçon. Ça, et le caleçon qui est en bas, il est sale, il est troué. Alors que dans notre contexte, on cache tout là. J'ai un voisin chez moi, il s'est promené sur la cour en caleçon, mais je lui ai dit, mais toi, tu es mal éduqué. Ça ne se fait pas. Et c'est là que j'apprends qu'il est allé faire le repassage de ses habits chez quelqu'un parce qu'il n'a même pas de faire repasser. Il est là-bas en caleçon, l'autre l'a chassé. Un responsable, un père de famille. Lui, il a reçu une éducation. C'est une ordure. Vous savez, selon moi, l'éducation que nous inculquent les parents ont leur impact sur la dépravation, mais pas tellement. Je trouve qu'une partie de cette dépravation-là est innée. Parce que il y a de ces personnes qui, quand vous venez au monde avec vous prenez des choses des parents et tout. Les parents, peut-être la civilisation et leur quotidien, ça fait qu'ils ont caché une partie d'eux-mêmes, que l'enfant ressort directement avec les comportements. Ça, même quand on veut se lever pour empêcher l'enfant de le faire, vous allez voir que même quand l'enfant se recadre, il reste dans les rangs. Le jour où il a la liberté, il s'adonne à ça. Pas parce que lui-même, il le veut volontairement. Parfois, il sent le besoin d'aller vers ça. Non, parce que il a hérité ça de ses parents. Il a hérité ça génétique. de ses parents. Donc, quand vous voyez des enfants en train de faire des choses, vous avez dit tout à l'heure, des enfants, les parents ne sont presque pas là, ils sont livrés à eux-mêmes et ça donne à la drogue, à n'importe quoi. Mais vous avez des mêmes enfants. Moi, je n'ai pas grandi avec un père à la maison, il n'est jamais là. Et ma mère à la maison, celle avec qui j'ai grandi, elle est tout. Mais jamais, jamais je l'ai mis à vos fréquentations, parce qu'on remarque dans notre société aujourd'hui quand même des jeunes, des adultes, même des enfants qui sont très bien éduqués, issus de bonnes familles. Oh, les parents n'ont presque jamais là. Tellement rigoureux, mais vous les voyez qui déraillent. Pourquoi? Ils déraillent simplement ou bien ils s'envolent même? Ils s'envolent, ils prennent carrément. Qui déraillent, qui sont quand même embarqués avec de mauvaises fréquentations. Ce côté, par exemple, c'est parfois hérité des parents. Vous avez des... Je dois fumer aussi. Non, quand vos parents fument, c'est plus facile pour vous fumer. Plus facile. Vos parents sont vos modèles. Alors, est-ce que ça pas parfois dû aux fréquentations, à l'environnement, aux domestiques, aux cousins? Bien sûr.
Et il y a aussi l'école, parce que autrefois, l'école qui est quand même un lieu où lieu d'éducation, d'apprentissage. Oui, ils apprennent, ils font du suivi. C'est justement dans cette école-là qu'on apprend maintenant les mauvais comportements, parce qu'on a quand même moi, par exemple, au collège, quand j'étais en classe de 3e, je trouve que c'est toujours un choix un libre. camarade de classe de table, un voisin de table, qui vient à l'école avec de la cigarette et des briquets, et il te propose, tu veux fumer une clope? Je dis, mais c'est quoi une clope? Il me dit, tu ne peux pas encore comprendre. Mais mes camarades de classe, quand même, l'approchaient et quand même demandaient. Moi, j'ai fumé comme ça une fois. J'ai fumé un 31 décembre. Oui. Vous avez fumé une fois? Oui, non, c'est pas une fois. J'ai fumé pendant longtemps. Mais la première fois, c'était un 31 décembre. Il faut qu'on se retrouve dans l'euphorie de la Saint-Sylvestre. Mais j'ai des camarades qui fumaient la cigarette. Bon, on m'a passé, j'ai filé, j'ai tiré. Bon, mais il faut dire c'est habitué. Je me suis habitué. En même temps, c'était la mode quand même. Oui. Si tu avais un cigare dans la bouche, c'est que tu es quelqu'un. Donc, j'ai appris à faire ça. Et puis, je faisais ça en cachette, d'aller dans les toilettes, j'achetais moi-même ma cigarette. Après, mais c'est eux qui m'ont appris. Il y a le contrôle de soi. Et puis, il y a la conscience qui se réveille à un moment donné. Tu peux vouloir virer de l'autre côté juste pour essayer de voir ce qu'il y a dedans, pour que personne ne vienne te bleuir, pour te dire. Je crois que ce que Cassis disait était quand même très bon et il y a quand même cette nostalgie. Parce qu'il fait un temps, il y a quand même ces vices parfois qui à un moment donné sont. Quand on allait au cinéma, on voyait la publicité de Marlboro, de Rothman King Size. Donc c'était que celui qui fumait, c'était le fort, c'était le gars qui fallait ressembler. Donc du coup, quand tu fumes, tu es civilisé, quoi. Acheter un cigare à 20 000 francs CFA, alors que 20 000 francs CFA, c'est peut-être l'argent propose de tout un mois pour un ménage. On s'occupe de tout pour ça. À absorber et à rejeter la fumée. Tu te mets en costume, tu prends ça, juste pour ressembler à quelqu'un que tu as vu dans un film. Les 7 missionnaires. Et par exemple, 20 000, il y en a quand même qui fument 50 000 en l'air. 50 000 en l'air. Et même plus que ça, même la journée. Quand on parle de fumer, il y a fumé. Nasrine Fatoumi, les gens ont fumé leur scolarité. Nous sommes obligés de conclure cette émission par une concrète indépendante de notre volonté. Nous allons aller rapidement. Nasrine Fatoumi, on parle des présents de mœurs. Qu'est-ce que vous avez à dire à vos jeunes sœurs, vos jeunes frères pour davantage de sociabilité? Bon, moi, je crois que tout repose sur l'éducation. Parce qu'on dit quand tes parents t'éduquent, il faut te rééduquer toi-même. C'est pas parce que tu vas dans un milieu où les gens fument du matin jusqu'au soir. Si tu as une conscience tranquille et tu te rappelles d'où tu viens, je crois pas que tu vas t'habituer à eux aussi. Il faut savoir que aujourd'hui il y a les réseaux sociaux qui nous conduisent à la pète. Surtout TikTok. Parce que sur TikTok, il y a tout. Tu vas voir les gens qui sont sur TikTok de matin jusqu'à minuit, ils font rien et puis ils sont là à causer de tout et de rien. À tourner les fesses. Je crois que c'est un sujet sur lequel on doit revenir plus posément encore. Un de ces quatre parce que le champ est assez large, assez vaste. Parce que ce que Nasrine disait tout à l'heure, c'est quand même. C'est un autre aspect. On voit des gens qui ont des comportements totalement déviants sur certains réseaux sociaux. Je crois qu'on va y revenir. Je crois, chers amis internautes, faites beaucoup attention à la morale et à l'éthique, puisque les deux s'entremêlent. Morale et éthique, c'est très important, il faut vraiment y faire attention. On y reviendra certainement dans les jours à venir. Merci à vous pour l'attention. Voilà qui met un terme à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain vendredi par la grâce et la volonté divine. Jusque là, belle suite de programmes sur ESAE TV.